bonjour à tous, rebonjour, merci beaucoup de votre présence pour cette table ronde, première table ronde de l'après-midi. Alors on a vu ce matin tous les habits dont le médiateur pouvait se parer, médiateur vulgarisateur, celui qui va répondre au déficit modèle. L'idée c'est que la personne qui est devant le médiateur a des lacunes qu'il faut combler. On a le médiateur qui entre plus dans un dialogue avec les personnes en face de lui, peut-être pour s'adresser à leurs opinions, à leurs valeurs, à s'attaquer à des questions peut-être plus sensibles. On a vu avec les démonstrations spectaculaires qu'on pouvait aussi faire participer le public, lui faire tirer des nappes et autre chose absolument amusante et étonnante parfois. Donc engager la participation du public pour peut-être pour mieux le faire réfléchir d'une certaine manière. Et puis, ce qu'on va voir avec cette table ronde, c'est que le médiateur peut aussi amener le public à carrément participer à la recherche elle-même, en le faisant participer à sa mise en œuvre, peut-être même parfois en co-construisant le projet de recherche. On va voir ça avec trois intervenants. C'est Anne Dauzière. Est-ce que vous voulez bien saluer sa présence, s'il vous plaît? Et puis on a en visioconférence Isabelle Chuin et François Millet. Bonjour à tous les deux, on vous voit. Merci beaucoup de votre présence. Isabelle Chuin et François Millet. Bon, on va commencer avec vous, Anne Dauzière. Je vais vous présenter d'ailleurs tous. Anne Dauzière, vous êtes directrice du projet Viginature du Muséum national d'histoire naturelle. Isabelle Chuin, qui est directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, elle est l'initiatrice d'un programme de sciences participatives qui s'intitule l'Observatoire des saisons. Et puis François Millet, lui, dirige le Living Lab du Dôme. Le Dôme, c'est le centre de sciences qui se trouve à Caen. Alors, la question qui est posée... toutes les questions de nos tables rondes sont assez provocatrices. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Sciences participatives, deux points. L'art d'exploiter le public. Alors j'ai envie, juste en 2 minutes, hein, les uns et les autres, que vous me disiez si vous avez l'impression, vous, avec Viginature ou à l'Observatoire des saisons ou au Living Lab, si vous avez l'impression d'exploiter le public. Anne Dauzière. Et puis on viendra ensuite vraiment sur ce qu'est Viginature, hein, très plus en détail. C'est en tout cas une critique qui est souvent faite aux sciences participatives. Je dirais qu'il y a deux types de Alors grandes... ça ne sort pas de nulle part alors cette idée. Non, il y a deux Vous types avez de déjà entendu grandes ça alors? critiques. Il y a la qualité des données et le fait qu'on puisse exploiter le public. Et en tout cas, ce sont des questions qu'on se pose. C'est vrai qu'il y a des questions qu'il ne faut pas mettre de côté. Je présenterai tout à l'heure Viginature, mais c'est vrai qu'on implique des milliers de participants et pour collecter de la donnée. Et c'est vrai que la question de la place de ces participants dans les dispositifs de sciences participatives, elle se pose de plus en plus, qu'elle évolue, qu'on réfléchit à ça et qu'on fait changer aussi cette place pour intégrer les participants de plus en plus dans tout finalement le processus de la recherche. C'est-à-dire que le problème du terme exploitation, c'est qu'il est assez péjoratif. Ouais, c'est une attaque là tout de suite, non? Oui, c'est complètement une attaque. Tout à fait. Mais ceci étant dit, c'est pas faux. C'est-à-dire que vous profitez, si je puis dire, de l'envie de certaines personnes de participer pour les intégrer. Tout à fait. Et en tout cas, je ne sais pas si on les exploite, mais on a besoin d'eux. On a besoin du public pour répondre à certaines questions auxquelles les scientifiques ne pourraient pas répondre sans la participation citoyenne. En tout cas, pour le cas des sciences participatives en biodiversité, telles que je les pratique. Ça vous permet de répondre à des questions auxquelles vous ne pourriez pas répondre si vous n'aviez pas ces centaines, ces milliers de personnes avec vous. Oui, parce que du coup, ça nous permet d'arriver à des échelles à la fois spatiales et temporelles, et de démultiplier la pression d'observation, effectivement d'obtenir un nombre de données dans l'espace et dans le temps qu'il serait absolument impossible de récolter sans l'aide de ce public. Et pour répondre aux grandes questions autour des changements globaux, en tout cas en biodiversité, c'est vrai que cette participation citoyenne, elle est nécessaire. Alors, Viginature, c'est 20 projets différents. Et Isabelle Chuin, vous êtes représentante, si vous représentez un projet, ça ne fait pas de partie hein, de Viginature.
Mais voilà, vous représentez un projet. Est-ce que vous avez, vous, l'impression d'exploiter le public, Isabelle Chouine? Alors, c'est effectivement une question très provocatrice. En tout cas, c'est absolument pas nous, c'était absolument pas l'objectif quand on a créé ce programme avec mes collègues chercheurs il y a une douzaine d'années. Vraiment, vraiment pas, même si c'est vrai que quand on regarde le fonctionnement du programme, c'est vrai qu'il s'apparente à ce qu'on appelle les programmes de type crowdsourcing, c'est-à-dire où le citoyen va effectivement collecter de la donnée. Excusez-moi, comment l'appelez-vous? Un programme quoi? Un programme quoi? Quel est le nom que vous avez utilisé? Crowdsourcing, c'est le terme anglais, mais malheureusement, on n'a pas d'équivalent. Crowdsourcing, hein, c'est ça, du crowdsourcing, en bon français. Oui. D'accord. Donc c'est vrai qu'au départ, il avait ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été imaginé par des chercheurs qui étaient dans l'urgence pour répondre à des questions de recherche liées à l'impact du changement climatique. Mais en même temps, ces questions, je veux dire, les citoyens sans doute se les posaient aussi. Ce que je veux dire, c'est que dans cette course-là à l'information que l'on fait par rapport au changement climatique, les questions concernent tout le monde, en fait. Donc, on avait quand même, malgré cela, nous, une volonté très forte de communiquer sur la problématique du changement climatique et ses impacts. Donc, c'était pour nous, en fait, le moyen, dès le départ, de faire beaucoup de vulgarisation, de la recherche autour de ces questions, de communiquer sur le changement climatique et ses impacts. C'était un gros volet du projet. Mais en même temps, à l'époque, voilà, je vous ai dit, on était un groupe de chercheurs qui avions l'envie de monter ce genre de programme, mais on n'y connaissait absolument rien aux sciences participatives. Alors, ça va être intéressant on a évolué, on a fait des rencontres avec des personnes qui sont expertes sur le sujet, donc on est en train de faire évoluer aussi le programme de manière à impliquer davantage les participants à toutes les étapes, en fait. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on voit que c'est assez jeune, hein, tout ça, ces sciences participatives en France, et vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup appris, donc on va voir comment ça a évolué. Alors, il y a autre chose qui est tout jeune, c'est le Living Lab à Caen, n'est-ce pas, François Millet? Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'exploiter le public, parce que vous accueillez du public et vous faites de la recherche avec eux dans ce Living Lab où vous vous trouvez actuellement? Non, mais moi je réponds par une provocation. Au-delà de l'exploitation, on est plutôt un instrumentaliste de chercheurs, en fait. Notre vocation première, c'est pas beaucoup mieux, d'être au service des publics et de travailler avec le public. Donc en fait, on n'exploite pas les publics, on exploite les chercheurs. C'est ça la médiation. On exploite les chercheurs. On pourrait très bien l'inverser. Non, effectivement, on travaille sur la question de la participation, mais ce qui est sous-entendu par cette question d'exploiter, en fait, c'est que, effectivement, dès lors qu'on parle de participation, il est question d'apporter sa part et aussi d'en prendre une part. Donc cette question se pose de se dire, mais finalement, est-ce que les publics qui travaillent ne font qu'apporter une part? Et dans ce cas-là, on peut se poser la question de l'exploitation, ou plutôt de réfléchir à, dès lors qu'on fait des démarches de recherche et d'innovation participative, quelle est la part aussi qu'en tirent les participants? Parce que le concept même de public ou de visiteur, dès lors qu'on est dans du participatif, disparaît au bénéfice plutôt d'une approche qui est de dire il y a des participants, dont des chercheurs, dont des publics, et tout le monde en tire une part. François Millonnat, merci beaucoup pour votre intervention. On a un petit peu des problèmes de son. Je pense que ça pourrait être relativement résolu si vous parliez beaucoup plus lentement. Je pense que ce n'est pas de notre côté, c'est plutôt la liaison, j'ai l'impression. Mais enfin, on ne sait jamais avec ces choses-là. Donc, en fait, Anne Dauzière, c'est un échange, en fait. Entre le public, des chercheurs, chacun y gagne. Alors, il n'y a pas que du public et des chercheurs. Je pense que c'est important de dire ça aussi dans ces programmes de recherche et sciences participatives. Il y a aussi souvent d'autres acteurs, notamment des acteurs associatifs, des acteurs de la société civile, qui jouent un rôle très important. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à simplifier le programme de sciences participatives en imaginant qu'il y a un chercheur et puis et du public. Et au final, pour que ça fonctionne et que ça se construise bien, il y a vraiment tout un tas d'acteurs à différentes échelles qui vont jouer un rôle important. Dans lesquels alors nous, typiquement, nos observatoires, ils sont quasiment tous co-construits avec des associations naturalistes. Par exemple, nos observatoires sur les oiseaux avec la Ligue de protection des oiseaux, l'observatoire sur les insectes avec l'Office pour les insectes et leur environnement, et donc qui vont être des structures
qui vont aussi apporter des choses dans leur connaissance sur le lien au public, sur la vulgarisation, sur l'animation de programmes. Donc ça va être au niveau national. Et puis après, il y a tout un tas de structures et de réseaux au niveau plus local qui vont être là plus en lien directement avec les participants au niveau local. Et ça peut être des structures très variées, hein, d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement, mais aussi des collectivités. Ça peut être aussi, quand on travaille avec des écoles, les enseignants directement. Enfin, tous ces relais en fait, qui vont faire que ça peut fonctionner. Et je crois que ce qui est important nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, les programmes qui fonctionnent, ce sont ceux où toutes les parties prenantes du projet, en partant du participant jusqu'au chercheur, vont avoir leur motivation à la participation qui vont être où ils vont y trouver un intérêt. C'est-à-dire que finalement, les programmes dans lesquels les participants n'y trouvent pas d'intérêt et sont exploités, ce sont des programmes qui ne marchent pas très bien. Donc il y a vraiment un besoin de comprendre quels sont les objectifs de chacune des parties prenantes, ne serait-ce que pour faire fonctionner le projet. Et donc effectivement, on va y revenir hein, sur la psychologie des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps pour fournir de la donnée à des programmes comme ceux que vous avez créés ou animés. Alors Viginature, racontez-nous un peu Viginature. Vous avez un diaporama, est-ce que vous voulez le présenter maintenant? Alors, rapidement, il y a quelques diapos, c'est juste pour avoir une idée de l'ensemble des observatoires en fait, que ça regroupe. Donc il y a une vingtaine d'observatoires qui s'adressent à différents types de publics. Historiquement, les plus anciens, ce sont des observatoires pour les naturalistes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des connaissances sur la biodiversité ou sur certains groupes d'espèces. Un dont vous avez peut-être entendu parler, le suivi temporel des oiseaux communs, qui est le plus ancien, qui a eu 30 ans l'année dernière, donc c'est vrai que c'est un programme assez ancien. Et puis depuis 2006, il y a eu des programmes qui se sont ouverts au grand public. Avec le premier programme qui était l'opération Papillon, et puis d'autres programmes... Opération Papillon. Papillon, c'est ça. Avec une ouverture au départ qui a été pas toujours bien accueillie par la communauté scientifique, avec là plutôt les critiques. La critique n'était pas de savoir si on allait instrumentaliser les gens à ce moment-là, mais c'était plus par des collègues qui étaient très inquiets de la qualité des données qui allaient être récoltées par des citoyens qui n'avaient pas de connaissances scientifiques sur les groupes d'espèces à suivre. Donc ça a été assez loin avec des groupes de chercheurs qui ont envoyé une lettre ouverte, par exemple, avec le lancement du suivi photographique des insectes pollinisateurs. Il y a eu une lettre ouverte qui a été envoyée au président du muséum pour l'alerter sur les dangers de cette pseudoscience et le risque une institution comme le muséum se laisse aller dans ce type de programme. Aujourd'hui, c'est un programme sur lequel il y a eu plusieurs publications scientifiques dans des revues scientifiques, qui a pu montrer, à la fois par la participation et par les résultats scientifiques, sa solidité. Donc on a plus ce genre de critique. Vous êtes capable d'évaluer la qualité des données fournies par le public? Alors, il y a des outils statistiques, il y a des choses comme ça. C'est ça, il y a des outils. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. On pourra y revenir, mais effectivement... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le muséum a une histoire de participation du public. Ce qui est spécifique au muséum, c'est vrai que la participation d'amateurs dans la récolte de données, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les sciences participatives sont quelque chose d'assez récent, en tout cas le terme est récent, mais l'implication d'amateurs dans la récolte de spécimens pour enrichir les collections du muséum, ça a plusieurs siècles en fait. Le fait qu'il y ait des non-scientifiques professionnels qui s'impliquent dans ce type d'établissement, c'est très ancien. Ce qui a facilité les choses pour mettre en œuvre des programmes de sciences participatives dans un établissement comme celui-là, où finalement il y avait déjà une ouverture au public qui préexistait. Viginature a 30 ans. Vous voulez qu'on continue à dérouler votre diaporama? Après, c'était plus pour des regardez celle-là, parce que quand même c'est joli. Là, c'est des illustrations de participants de différents programmes, d'observatoires photographiques d'insectes pollinisateurs, de suivi de vers de terre par des agriculteurs, une photographie d'une rencontre entre les participants. On y reviendra, je pense, hein, sur qu'est-ce que ça veut dire de la médiation dans ce type de programme. Et puis
des photographies d'insectes pollinisateurs. Je vois pas ce que... Oui, c'est ça. Voilà, c'était un peu pour illustrer, pour voir un peu ce que veut dire cette participation directement. Et donc, vous touchez différents publics. Donc, il y a le grand public des gens intéressés qui suivent un peu la LPO, un peu ornithologues ou ce genre de choses, mais aussi des publics très spécialisés. Il y a des naturalistes, il y a des agriculteurs, ou alors il peut y avoir des scolaires. Enfin, il y a différents publics. Tout à fait. On a des publics qui sont des professionnels, les agriculteurs, les gestionnaires d'espaces naturels, les gestionnaires d'espaces verts, où là, vraiment, au niveau de la construction des projets, ça a été assez différent. C'est-à-dire que, un peu comme dans le programme d'Isabelle Schwinn, c'est vrai qu'il y a pas mal de nos projets où au départ ça a été des chercheurs qui se sont posé des questions et qui ont mis en œuvre des protocoles. Là, pour les publics professionnels, il y a déjà eu plus un échange de co-construction au départ, parce que l'idée c'était aussi de mettre en œuvre des outils qui leur permettent de faire le lien entre la biodiversité et leurs pratiques. Donc il y avait aussi une attente de la part de ces professionnels-là d'avoir des outils qui permettent de comprendre quel pouvait être l'effet de leur pratique sur la biodiversité. On l'imagine bien, donc des agriculteurs, les gestionnaires d'espaces verts avec le passage au zéro phyto ou à la gestion différenciée, de comment ces changements de pratique allaient pouvoir avoir un impact sur la biodiversité. Et les scolaires avec le programme qu'on a de Viginature École, qui reprend en partie les observatoires de Viginature, et donc là qui s'adresse directement aux enseignants. Et l'idée là, ça a été d'adapter de façon à ce que ça s'intègre dans les programmes scolaires et que pour les enseignants, ce soit des supports pédagogiques pour parler de la biodiversité, donc avec un objectif d'éducation à l'environnement, mais aussi un objectif d'éducation à la donnée et d'éducation à la démarche scientifique, de comprendre comment est-ce qu'on met en œuvre un protocole, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un protocole, comment est-ce qu'on récolte des données, qu'est-ce qu'on peut faire des données, et que ça s'intègre directement dans les programmes scolaires. Isabelle Schwinn, alors poursuivons avec vous et avec l'Observatoire des saisons, qui a donc été créé il y a 12 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors l'Observatoire des saisons, c'est un observatoire de l'impact du changement climatique sur les rythmes biologiques des êtres vivants. C'est-à-dire qu'on s'est très vite rendu compte, dans la communauté scientifique, que l'augmentation des températures avait pour effet de modifier ces rythmes biologiques. Alors quand on parle de rythme biologique, par exemple pour un arbre, ça va être quand est-ce qu'il va faire ses nouvelles feuilles au printemps et ses fleurs, puis ensuite quand est-ce qu'il va faire ses fruits, quand est-ce qu'il va perdre ses feuilles. Voilà, ce sont des événements comme ça qui se répètent chaque année et qui arrivent à un moment bien précis dans l'année. Et qui sont, l'apparition de ces événements est dépendante des conditions de température. Donc, ces modifications des rythmes biologiques ayant des conséquences majeures et multiples au niveau du fonctionnement des écosystèmes, aussi de la survie même des espèces, il nous est apparu très vite nécessaire de collecter de l'information très rapidement et ayant conscience des limites de nos limites en limites de fonctionnement en termes de moyens humains et financiers, on s'est dit que nos concitoyens pouvaient nous aider à collecter cette information. Donc on est immédiatement parti dans l'idée que ces informations collectées allaient suivre exactement les mêmes protocoles, les mêmes standards que ceux utilisés par les chercheurs, de manière à ce que les données puissent alimenter des bases de données, qu'alimenter eux-mêmes les chercheurs. Et donc c'est actuellement le cas. Si vous allez sur Internet voir le portail de Tempo, qui est notre observatoire national sur ces rythmes biologiques. Alors dans notre jargon, on appelle ça la phénologie. La phénologie. Plusieurs bases de données sont connectées à ce portail, dont la base de données de l'Observatoire des saisons, qui est gérée par l'association Tela Botanica, que je remercie aujourd'hui ici, parce que sans cette association, tout à l'heure Anne l'a bien précisé, sans l'aide des associations, c'est très difficile pour nous de faire vivre de tels programmes. Alors vous disiez qu'il y avait un but qui était de collecter l'information qui vous manquait, mais il y avait aussi un but pédagogique. Oui, tout à fait. Quand on a créé le programme, il y a 12 ans, la notion même de changement climatique faisait beaucoup débat dans les médias, et
je me rappelle que quand j'intervenais pour présenter le programme auprès du grand public, je passais énormément de temps, en fait on passait énormément de temps à discuter du changement climatique lui-même avant même de pouvoir aborder l'aspect impact. C'est plus le cas aujourd'hui, je dois dire. Quand j'interviens, on parle quasiment plus du changement climatique et ses causes, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet que sont les impacts. Donc on a, voilà, au cours de ces 12 années, on a essayé en tout cas de vraiment faire des efforts pour communiquer sur la problématique du changement climatique, ses impacts, et aussi montrer comment la recherche avançait sur ces questions et ce qui nous manquait encore pour répondre aux questions. Alors, quelle est la quantité de données que vous arrivez à récupérer comme ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est négligeable? Pardon, j'ai pas eu le début de la question. Ma question, c'est quelle est la quantité de données que vous arrivez à récupérer de cette manière-là? Jusqu'à quel point est-ce que c'est important pour votre recherche? Alors, si je compare à la quantité de données collectées par les équipes de recherche, on double à peu près l'effort de collecte. On double l'effort de collecte. Voilà, donc c'est très significatif. Et vous avez 4900 personnes, je crois, qui sont incluses dans votre observatoire des saisons? Oui, qui sont inscrites au programme, mais Anne Dosière pourra également en attester. Sur ce genre de programme, on a sur 1000 personnes inscrites, on a à peu près 100 personnes qui vont passer à l'action, une dizaine qui vont collecter l'information et une qui va déposer l'information dans la base de données à cet effet. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, ce genre de programme. Donc il nous faut à la base pouvoir toucher vraiment un très grand nombre de personnes pour à la fin collecter suffisamment d'informations. Mais alors combien de personnes? À chaque étape, il y a des contraintes, il y a des barrières qui fait que les personnes ne franchissent pas forcément chaque étape. Combien de personnes déposent effectivement des données chaque année? Pardon, à chaque fois j'ai un problème, je n'ai pas le début de vos questions. Pas de problème, je vais commencer comme ceci de façon neutre pour ensuite attaquer ma question, comme ça vous l'aurez en entier. Non, ma question c'est combien de personnes par an déposent effectivement des données? Sur les 4000 et quelques inscrits au programme, ça va être 300-400 personnes. Ah ben d'accord. Voilà. Et ensuite, évidemment, dans les participants, on a des personnes qui sont vraiment très très actives et qui déposent énormément de données, et puis d'autres qui déposent qu'une ou deux données. Voilà, on a vraiment de tout. Alors François Millet, parlons du Living Lab, et décrivez-le nous, ce Living Lab. En quoi est-ce que ça consiste? Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un... Moi je sais ce que c'est qu'un Fab Lab. Un Fab Lab, on y va, c'est extraordinaire, il y a un atelier, il y a des imprimantes 3D, il y a de la découpe laser, on peut y aller relativement librement, on peut y mener son petit projet, utiliser tout ça, c'est amusant. Mais là, c'est un Living Lab, j'ai l'impression qu'il y a une marche supplémentaire, que l'ambition est un peu plus élevée. Il n'y a pas forcément une question de niveau. Alors, excusez-moi, monsieur Millet, je vous demandais de parler bien lentement, s'il vous plaît, pour qu'on soit sûr de bien vous entendre. Je vais mettre mon micro vraiment devant ma bouche. Ah oui, c'est mieux. Je suis pourtant dans la salle la plus calme du dôme, la plus isolée. Pour vous dire, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est beaucoup mieux. Oui. Donc, comme vous le disiez, le Fab Lab, certains savent déjà ce que c'est. Le Living Lab, en fait, c'est une approche, c'est une méthode. Donc, là où un Fab Lab, c'est un lieu avec ses valeurs et puis ses pratiques, le Living Lab, c'est un laboratoire vivant. C'est juste de se dire comment toutes les activités que l'on met en œuvre, en termes de médiation et de culture scientifique, peuvent être des éléments qui peuvent venir nourrir tantôt des projets de recherche, tantôt des projets d'innovation. Donc c'est une approche qui se nourrit de plein d'outils. Le Fab Lab est un outil à un moment ou un autre qui peut servir dans cette approche dès lors qu'on a besoin de prototyper certaines des idées ou si on se dit bah tiens on veut aider justement l'association locale qui veut fournir des données sur Viginature, on peut venir au Fab Lab par exemple pour fabriquer des prototypes d'éléments qui permettront de mieux photographier tel ou tel insecte. Vous voyez, donc il y a une méthode, une approche qui est celle du Living Lab, et après on a des outils. Le Fab Lab en est un, mais les méthodes créatives, les outils numériques, autres sont autant d'outils. Donc en fait, un Living Lab, c'est vraiment le fait d'associer
les bénéficiaires, d'associer les usagers, d'associer la population, les citoyens, les habitants à des protocoles de recherche et d'innovation. Soit de le faire effectivement en mode contributeur, à un moment ou à un autre, on leur soumet un protocole de recherche, on leur soumet une innovation, on leur soumet des éléments, ils peuvent y apporter, ou alors de façon beaucoup plus précoce. C'est-à-dire de se dire, tiens, il va y avoir par exemple 7 milliards de mis, on a entendu sur un plan hydrogène, mais comment on va déployer l'hydrogène sur le territoire? C'est-à-dire quoi faire transition énergétique sur un territoire sur l'hydrogène? Je cite cet exemple parce que nous, ça fait partie des sujets, et ça fait 3 ans qu'on travaille sur un programme de recherche en sciences humaines avec la population, avec des chercheurs en SHS, et avec différents experts aussi, par exemple, de la transition énergétique sur le territoire. Et on a des ateliers, on vient discuter, on vient problématiser, puis 6 mois plus tard, des ateliers où on vient imaginer des scénarios, et ces scénarios, ça fournit de la donnée aux chercheurs, et puis 1 ou 2 ans plus tard, des ateliers où on vient essayer de prototyper, fabriquer certaines des idées, des usages qui ont été imaginés avec les publics. Donc c'est ce cheminement de partir d'un problème, travailler avec des entreprises, avec des collectivités, avec des associations, avec des chercheurs, et de progressivement l'emmener jusqu'à un prototype, et de le faire de façon récurrente, et puis des fois on se trompe, on revient, et c'est vraiment de construire à plusieurs des protocoles, d'essayer d'y apporter des réponses ensemble. Alors, il y avait Justin Dillon tout à l'heure qui disait que selon lui, il avait une façon assez, je ne sais pas comment dire, mais franche de dire les choses. Les sciences de l'éducation ont failli, a-t-il dit. Mais effectivement, on s'est dit que le déficit modèle probablement ne suffisait pas. Juste des sachants qui expliquent de façon descendante, ça ne suffit pas. Vous m'avez dit vous-même, François Millet, pour autant, on n'a pas moins de racisme, on n'a pas moins de platistes, hein, ceux qui croient que la Terre est plate. En fait, vous m'avez dit les modes de médiation actuels ne sont pas suffisants pour entraîner un changement de modèle. Et vous m'avez dit, nous, on fait de la co-conception. L'idée, c'est en intégrant les citoyens, la population, dans des programmes de recherche, de faire en sorte qu'ils se confrontent au réel. En quoi est-ce que cette confrontation au réel est pour vous, et selon vous, utile, importante, nécessaire? En quoi est-ce qu'elle répond à ces enjeux dont vous avez parlé, de platisme et de racisme, etc. Alors là, vous citez les quelques discussions qu'on a vues en amont pour préparer cette rencontre. Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de sortir d'une posture, on va dire, qui peut être la question de la doléance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut regarder les problèmes et souvent la solution serait de se dire il faut faire ça, il n'y a qu'à Faucon, il faut. Et donc de s'en remettre finalement à des experts en disant voilà, il faut faire ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est en se confrontant à des problèmes, en cherchant par soi-même à trouver des solutions, qu'on va aller chercher l'expert. Et qu'on va aller chercher l'expertise de ses propres usages chez nous-mêmes, qu'on peut aller chercher à côté sur quelqu'un qui sait fabriquer des choses, des éléments, ou auprès de chercheurs d'autres éléments. Donc c'est finalement, et c'est là que ça retombe aussi sur la thématique de cette table ronde, c'est que finalement on n'est pas exploité, c'est vraiment redonner à la population le moyen de répondre par lui-même à des questions en créant les temps, les lieux, les espaces et les situations qui permettent justement un dialogue entre le monde de la recherche, le monde de l'innovation, les collectivités et la population. Donc c'est moins de dire, écoutez, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que la transition énergétique, c'est plutôt d'inviter les publics à se dire, tiens, un méthaniseur, comment est-ce qu'on fait si je veux pouvoir alimenter mon hameau ou ma ferme avec un méthaniseur? C'est des questions qu'on a eues. Tiens, effectivement, moi, mon groupe électrogène, ça m'embête, comment je fais si je veux faire marcher ça à l'hydrogène quand je vais au fin fond de mon champ pour tailler mes... Donc rapporter à des sujets très concrets qui les concernent, qui répondent à leurs propres problématiques et leurs propres problèmes, c'est là qu'on peut commencer à engager un dialogue et puis de repositionner, là encore une fois, je le disais, la figure de l'intervenant, du chercheur, du scientifique, à un endroit où finalement il n'est pas là pour donner un savoir ou le transmettre, mais travailler et répondre, voire même le creuser en fonction des questions qui lui sont apportées. Donc c'est vraiment se creuser les méninges pour dire oui, mais pour de vrai, comment on fait? Pour de vrai, comment on fait? On arrête la doléance, hein, c'est l'expression que vous avez utilisée, on arrête de se plaindre en permanence ou de dire mais c'est évident, il n'y a qu'à Faucon. On va essayer, d'accord, on va essayer, on va voir en se confrontant au réel. C'est pas moi qui disais le mot plainte, hein. C'est pas moi qui disais le mot se plaindre, hein. C'est juste qu'on est dans une culture aussi de dire il faudrait faire ça, ce n'est pas forcément une plainte. Il y a plein de... Doléance, on est d'accord, une doléance, c'était votre mot. On peut faire un petit tour là dans votre Living Lab, François Millet, vous m'avez donné des images là qu'on pourrait montrer. Est-ce qu'on peut avoir le diaporama à l'écran, s'il vous plaît? Et on va visiter un petit peu, voir quelques projets. Il est magnifique, hein, c'est tout récent. Hein, ça existe depuis 6 ans.
C'est un tout nouveau bâtiment. C'est ça, on a ouvert nos portes en 2015. C'est le fruit aussi d'un programme d'investissement d'avenir qu'on a mené. Ce dôme, c'est le fruit donc, de plusieurs années de travail avec des collègues, notamment les collègues d'Univers Sciences. Alors mettez bien le micro à côté de votre bouche, ça va aider, je crois. Donc on a vraiment travaillé ce programme-là dans le cadre d'un PIA, donc avec les collègues de Grenoble, Toulouse, Bordeaux et puis Univers Sciences et puis Rennes également. Donc il a 5 ans, ça fait 5 ans qu'il est ouvert. Et il est pensé en fait comme un tiers-lieu. C'est un mot qui est extrêmement à la mode aujourd'hui, mais on l'a appelé Dôme parce qu'on ne savait pas comment l'appeler. Aujourd'hui, une bibliothèque, si je vous dis une bibliothèque, vous voyez ce que c'est. Si je vous dis un musée, vous voyez ce que c'est. Si je vous dis un tiers-lieu de recherche et d'innovation ouverte, voilà, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de nom encore pour ces lieux qui se construisent un peu partout en France, qui sont ces lieux où on peut venir travailler, on peut venir se divertir, on peut venir contribuer. Donc on a essayé d'imaginer un lieu comme ça en faisant la somme de toutes les bonnes pratiques qu'on voyait chez tous nos collègues partout en France en culture scientifique. Donc on a eu la chance de ne pas avoir de bâtiment finalement pendant 20 ans et de pouvoir en construire un en s'appuyant sur tout ce qui était fait un petit peu partout. Et donc vous voyez, c'est assez transparent et autres. Là sur l'exemple que vous montez, typiquement on a différentes temporalités, mais là on voit le résultat d'une semaine de travail qui a été fait sur comment est-ce qu'on peut créer une application qui invite les gens à produire de l'électricité en faisant des jeux dans des espaces de jeux pour enfants. Donc là, c'est un prototype de vélo sur lequel on peut faire du vélo en milieu urbain qui va produire de l'électricité et en même temps qui crée un jeu et qui essaie de créer de l'engagement au travers d'une application. Et ça a été prototypé en appel 5 jours, conçu, testé avec des chercheurs et autres qui sont venus travailler. Alors là, vous avez le port de Caen, vous voyez un bateau qui s'appelle Léon parce qu'il nettoie, c'est une blague. Et ça, en fait, c'est un drone qui a été imaginé, conçu, prototypé aussi avec les publics. Et qui meut à l'hydrogène, qui se déplace grâce à l'hydrogène. Donc là, en fait, c'est une vision, vraiment, c'est une image de synthèse. On a une autre vision, une autre image qui défile, où on peut voir en fait où est-ce qu'il en est aujourd'hui. La coque est encore faite, on a encore le petit tapis roulant voilà, qui est en train d'être fabriqué. Et on est encore en train de le finaliser, mais c'est vers ça qu'on veut arriver. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a plein d'autres programmes de recherche qui viennent se greffer dessus. Donc un drone qui fonctionne à l'hydrogène et qui aurait pour ambition de récupérer des déchets dans le port de Caen. Oui, tout à fait, récupérer les déchets. Donc ce n'était pas du tout vers ça qu'on allait, mais c'est le travail qui était orienté et c'est assez intéressant de voir comment aussi, quand on parle de transition énergétique, on n'arrive pas forcément à des programmes de transition. Donc aussi lâcher prise aussi. Ça, c'est un projet de textile connecté pour personnes en situation de handicap. Textile connecté. On a aussi des designers qui étaient invités avec des jeunes étudiants en CAP couture, il me semble, et qui ont pu comme ça produire des éléments, les mettre en test et les réaliser. Donc c'est vraiment cette idée dans les Minlab de pouvoir échanger, dialoguer, problématiser, avoir en direct, là je parlais de handicap, quand on bosse sur les questions du handicap, on travaille avec des personnes handicapées en direct, on ne se met pas à la place d'eux en fait, c'est vraiment le bénéficiaire qui est là pour aussi faire remonter ses propres usages, son propre quotidien, et de faire remonter au cœur finalement des programmes qui sont engagés. Donc voilà une grande diversité finalement de projets qu'on peut mener au quotidien, et comme on a un Fab Lab, la chance que l'on a, c'est qu'on peut rapidement aussi passer d'une intention à l'action, à la réalisation. Parce que c'est vrai, vous disiez Fab Lab tout à l'heure, je vois bien ce que c'est, Living Lab, c'est plus compliqué, effectivement. À part dire c'est des murs de post-it et puis des scénarios et autres, à un moment ou à un autre, il faut l'incarner aussi, il faut matérialiser les choses. Une photo d'insectes, plus facile, voilà, on voit tout de suite de quoi ça parle. Quand on parle de Living Lab, c'est plus difficile à incarner, donc nous on a cette chance aussi d'avoir un lieu où on peut fabriquer, prototyper, donner et aussi mettre en test derrière. Alors un deuxième, voilà un petit peu les démarches, on a une grande diversité finalement de thématiques qui sont approchées, et cette démarche là, offre un aspect assez intéressant parce que nos centres de sciences sont quand même assez parfois cantonnés, on va dire, aux sciences naturelles, voilà, qui va être environnement, nature, l'espace, l'informatique, les technologies. Et grâce à ces démarches de Living Lab, on fait aussi rentrer dans les centres de culture scientifique des sciences humaines beaucoup plus facilement que sur d'autres aspects, et ça, c'est une des richesses aussi de la méthodologie. Un deuxième, qu'est-ce que vous pensez de... Vous connaissez des choses comme ça, des Living Labs? Quel est le lien entre, finalement, vous ce que vous faites et ce qu'on fait là? Jusqu'à quel point c'est la même chose ou pas? La grande différence qu'il va y avoir, c'est que c'est ce qui rend aussi nous les choses difficiles, c'est que là, on va être en contact direct avec le public, avec les gens qui vont s'investir dans les lieux. Et c'est vrai que ça,
Enfin, ça, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir savoir directement, pouvoir construire directement avec, avec le public et avec les citoyens qui le souhaitent. La difficulté, c'est vrai qu'elle nous fait face dans les programmes Viginature, c'est nous chaque année il y a plusieurs, il y a des milliers de personnes qui envoient des données donc sur les différents programmes et la plupart de la participation, en fait le gros de la participation se fait de façon complètement dématérialisée, c'est-à-dire que les gens vont suivre des protocoles, faire des observations, soit chez eux, soit sur les sites sur lesquels ils vont être envoyés. Et puis après, ils vont renvoyer leurs données sur des plateformes de saisie, sur des sites qui sont conçus du coup par les équipes et en relation avec les associations avec lesquelles on travaille. Mais du coup, c'est vrai que le contact n'est pas direct. Et ça, pour tout ce qui est de la question de l'échange et de la construction. L'intérêt, c'est justement que ces personnes soient distribuées dans toute la France. Tout à fait. Mais c'est tout l'intérêt, mais c'est aussi la difficulté ensuite. Mais c'est aussi du coup la difficulté ensuite. Et alors après, on se rend compte qu'il y a des outils, qu'il y a des choses qui permettent les échanges déjà entre les participants eux-mêmes, entre les participants les chercheurs, entre les participants les animateurs. Alors des échanges, parce que là on se pose quand même une question absolument centrale, qui est comment engager le public, comment le faire s'intéresser à la science, comment le faire participer. Tout ça, c'est des questions essentielles comme dans un centre de culture scientifique comme le Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences, bien sûr. Et là, vous avez dû mettre des méthodes en œuvre que vous avez un peu découvertes, Madame Chouine également. Oui, tout à fait. En fait, il y a différents types de méthodes. Il y a déjà des méthodes pour comment faire connaître, comment communiquer autour et c'est pas forcément nos métiers principaux dans un laboratoire de recherche au départ, de savoir comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on fait connaître nos activités au public. Et là-dedans, clairement, les médias sont un canal qui va vraiment aider au départ, en tout cas. Ce qui est compliqué sur ces programmes de suivi sur le long terme, c'est qu'au départ, quand on lance quelque chose de nouveau, ça intéresse grandement les médias de parler de ça. Et sauf qu'on est sur des suivis qui ont plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années, et de réussir à continuer à intéresser des médias qui vont continuer à parler de ça, c'est compliqué. Donc on voit bien que ça ne doit pas être la seule porte d'entrée. Puis après, on va aller faire des conférences, on va aller à la rencontre du public aussi dans des événements. Mais bon, on voit bien que c'est pas toujours évident. Il y a cette première question de faire connaître. Et puis après, il y a la question aussi de comment est-ce qu'on fait des retours et comment est-ce qu'on interagit une fois que les programmes sont en œuvre. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de co-construction. C'est vrai que sur les programmes Viginature, une grande partie des observatoires n'ont pas été co-construits. Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas avec le temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et je pense que c'est le cas aussi dans l'Observatoire des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui se posent. On se demande comment est-ce qu'on va faire évoluer la participation. Et au final, on va organiser aussi donc, des échanges qui sont des échanges virtuels sur les plateformes, parce qu'il va y avoir des échanges, des communications entre les participants, des échanges par mail, des échanges aussi, on va faire des retours sur toutes les publications qui sont faites, sur tous les résultats, on va faire des interviews de chercheurs, des interviews de participants, de façon à ce qu'il y ait une communauté qui se constitue. Puis après, on va faire des rencontres entre les chercheurs et les participants. À un moment donné, on se voit quand même. Donc il y a des moments où on se voit. Et dans ces moments où on se voit, nous, ce qu'on a vu, c'est que les participants s'étaient aussi appropriés les programmes, que du coup, ils mettaient en œuvre aussi des choses sur leur territoire pour convaincre, pour parler avec des élus, pour parler avec des voisins, qui, entre eux, ils organisent des rencontres sans forcément convier les chercheurs et ils discutent du projet. Et au final, ces moments d'échange sont aussi des moments où ils vont questionner les questions de recherche, ils vont échanger avec les chercheurs directement, et où on voit bien que ça a fait évoluer la façon dont sont construits les projets, et qu'en fait on fait changer les projets après ces retours et après ces échanges avec les participants. Et je donne un exemple, par exemple sur le programme de suivi photographique là, des insectes pollinisateurs. Au départ, le rôle des participants était essentiellement de la collecte de données, de la photographie et de l'envoi de ces données aux chercheurs. Et en fait, on a vu qu'il y avait une grande frustration parce que la validation de ces données était faite en partie par des experts, des experts qui ne sont pas très nombreux, moins de 10, qui allaient valider les identifications faites par les participants.
Et aujourd'hui, il y a 500 000 photos qui sont collectées dans ce programme-là, donc on peut imaginer qu'il y a un retard considérable des experts qui n'arrivent pas à tout valider. Par ailleurs, en parallèle, nos participants sont devenus des experts, c'est-à-dire qu'on a des participants qui ont monté en compétences de façon absolument incroyable et qui sont bien meilleurs que nous sur l'identification des insectes aujourd'hui. En tout cas, ils sont très généralistes, ils ont une très très bonne connaissance des insectes floricoles. Et du coup, là, on a fait une nouvelle version en discutant avec eux, de façon à ce que ce rôle de validation des données soit aussi ouvert aux participants. Et donc on a des nouvelles formes de participation avec des gens qui se spécialisent dans la validation et dans l'aide aux autres participants, en apportant des identifications, en faisant des corrections sur l'identification des autres. Et les retours qu'on a eus, c'était de dire que voilà, c'était important aussi de reconnaître leur expertise, leur montée en compétences, et de pouvoir comme ça adapter le projet en fonction de ça. Isabelle Schwinn, vous avez l'impression que... Alors vous êtes dans un domaine tout à fait particulier parce que vous êtes là pour... c'est l'Observatoire des saisons, observer les effets du changement climatique sur certaines espèces vivantes. Et donc, est-ce que vous sentez une envie de la part du public, ou d'un certain public en tout cas, de participer, peut-être pour des raisons citoyennes, je veux agir pour le climat, ou parce que la science, ça me paraît important, ou parce que j'adore, je sais pas, les plantes et j'ai envie que ce soit l'occasion pour moi d'aller me promener dans la nature et de faire des observations. Est-ce que vous sentez un désir, effectivement, d'un certain public de participer ? Oui, les participants à l'Observatoire des saisons, ils viennent, comme vous l'avez dit, soit par passion, parce que ce sont des personnes qui aiment être dans la nature, observer la nature, ou qui sont préoccupés par les questions qui tournent autour du changement climatique, ou qui sont curieux de nature et désireux d'aider la recherche. Ça, c'est clairement c'est le profil de personnes que l'on arrive à motiver. Et c'est vrai que, comme le disait Anne, c'est assez difficile pour ce genre de programme de motiver les gens sur la durée, parce que les programmes dont on parle là, ce sont des programmes qui doivent durer sur des années, voire des dizaines d'années. Donc là-dessus, je pense que on avait on fait preuve de créativité. Je ne vais pas revenir sur ce que Anne a dit, mais moi, maintenant, je pense que pour entretenir cette motivation vraiment dans la durée, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'adapter davantage aux besoins des participants. Parce qu'on se rend compte, et de plus en plus, que vraiment, ils se posent des questions, qu'ils ont envie eux-mêmes d'investiguer. Ils ont des questions à l'échelle de leur territoire, et c'est toute la difficulté pour un programme d'envergure nationale de répondre à des attentes qui sont locales. Comment faire ça, c'est pas évident. Nous, dans l'Observatoire des saisons, on a pris le parti de régionaliser l'Observatoire, justement pour essayer d'être au plus près des besoins en territoire. Donc d'une certaine façon, ça permet un peu aux participants de s'émanciper en leur permettant de définir eux-mêmes des priorités de recherche. Donc, par exemple, inclure dans le programme une espèce qui n'était pas proposée à l'observation, puisque la liste d'espèces est figée. Hein. Mais on donne la possibilité de rajouter une espèce si sur une région le besoin s'en fait sentir, parce que c'est une espèce d'intérêt patrimonial ou d'intérêt économique, en tout cas qui pose des questions, des problèmes actuellement. Et en même temps, on réfléchit à comment augmenter aussi ce qu'on appelle la capacitation des participants en leur permettant d'analyser eux-mêmes les données qu'ils collectent, de produire eux-mêmes de la connaissance avec ces données et de la connaissance pour résoudre les questions qu'ils se posent à l'échelle de leur territoire. Voilà, ça, je pense que quand si on arrive à faire ça, donc nous on est dans cette démarche-là, hein, en ce moment on réfléchit à comment mettre en œuvre ça, mais je pense que dans ce cas-là, on est vraiment dans une situation qu'on appelle gagnant-gagnant,
où chacun y trouve son compte et chacun fait progresser la connaissance à son échelle. Donc régionaliser, moins donner l'impression aux participants qu'ils participent à quelque chose d'énorme qui les dépasse, mais quelque chose qui les concerne davantage et qui puisse répondre à leurs questions à eux. On voit bien là, cette idée que voilà, on va se rapprocher de plus en plus des préoccupations des contributeurs eux-mêmes. On va passer à vos questions. Si vous avez des réactions, envie d'en savoir plus, envie de témoigner sur les sciences participatives, si vous avez un avis à donner sur ce qui s'est dit, sur ces initiatives, bon, voilà, on vous écoute, tout simplement. Cette journée, elle se fait avec vous. Alors, mademoiselle. Bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport aux participants. En fait, on parle beaucoup des participants, mais je voudrais savoir s'il y a des données sur leur âge, leur métier, voilà, leur catégorie socio-professionnelle, si vous faites des sondages là-dessus. Voilà. Est-ce que vous voudriez vous présenter? Oui, je travaille à l'Institut Pasteur en communication. Merci. Madame Tonzière. Je peux répondre pour Viginature. On avait fait une enquête il y a quelques années où on avait eu à peu près 3000 participants qui nous avaient répondu. Donc ça nous donne une... Combien dites-vous? 3000. 3000, ouais. Donc ça donne quand même une bonne idée. À la base, c'était surtout une enquête où on essayait de comprendre les motivations à participer. Parce que c'est vrai que c'est ça qui permet d'orienter au mieux et de répondre au mieux à ça. Sur les participants, nous, là où on avait été... étonné, mais en même temps agréablement surpris, c'est que la grande majorité, c'est-à-dire près de 80% de nos participants, étaient des participants qui n'avaient pas de connaissances préalables sur la biodiversité. C'était sur le grand public, hein. C'était que les participants grand public, pas les naturalistes, mais qui n'avaient donc pas de connaissances. Donc on était content là-dessus, sur le fait que bah oui, ça peut toucher des gens qui n'étaient pas déjà sachants dans ce domaine-là et qui ont eu envie de participer. On avait majoritairement des femmes, alors 55% de femmes, et sinon au niveau des âges, on avait quand même beaucoup de gens qui étaient retraités, on touchait assez peu les jeunes, on touche des gens surtout entre 45 et 80 ans, voilà. Voilà là-dessus, une autre chose quand même, sur les catégories socio-professionnelles, on voyait quand même qu'on touchait plus des CSP+, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve globalement. Il y a quand même plein de catégories qui ne se sentent pas légitimes et qui ne se sentent pas capables de participer à ces programmes-là, qui pensent ne pas avoir le bagage scientifique nécessaire à participer. Et en tout cas, ça nous a permis d'identifier cette problématique-là et d'essayer de réfléchir à comment travailler pour pouvoir donner accès à tous. D'autres interventions peut-être? Allez-y, monsieur, je vous en prie. Mais quand même, la participation, si on prend l'astronomie par exemple, elle est due au fait qu'il y a des astronomes amateurs qui participent à des clubs, qui donnent des informations et quelquefois ces informations aident à construire plus précisément notre vue du ciel. Comment appelez-vous tous ces gens, ce type de participation qui consiste à ajouter des données à un catalogue ou à des informations qu'on veut collecter et où on a insuffisamment de gens pour les collecter ou mal distribués? Est-ce que c'est participatif, ça, ou pas? C'est tout à fait autre chose, je suis d'accord que ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas compris en quoi c'était autre chose. Pour moi, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que la participation peut être une participation active à construire des nouveaux savoirs. Donc, j'ai donné l'exemple des clubs d'astronomie, où il est arrivé qu'on remplisse un catalogue, plus faire des statistiques sur des données. C'est une autre forme de participation, mais je la trouve extrêmement intéressante, elle aussi. C'est un peu la même chose là que non, quand on va dans la nature et qu'on oui. on va regarder les insectes et là on va regarder... Oui, c'est un petit peu ça, mais c'était structuré et formalisé de façon très sérieuse au niveau international et il y a comme une mesure professionnelle et pas uniquement d'un petit enrichissement. C'est très structuré et c'est par exemple en Grande-Bretagne c'est très, très actif et je crois que c'est aussi participatif, c'est évident, mais c'est des domaines franchement différents, peut-être plus professionnels dans un sens.
Non, je crois en tout cas que les sciences participatives telles qu'elles existent actuellement, elles se basent quand même sur ce type de pratique. C'est le cas en astronomie, c'est le cas aussi en archéologie, c'est le cas où le fait qu'il y ait des amateurs et c'était le cas dans les sciences naturelles et c'est le cas chez les naturalistes. Et c'est vrai que, alors après, on a ce type de public qui sont des amateurs experts, effectivement, qui vont participer à certains programmes. Et puis après, là, les programmes dont on a parlé un peu plus, c'est vrai que ça s'adresse à des gens qui ne sont pas des experts, mais effectivement, c'est d'autres formes de participation qu'on n'appelle peut-être pas sciences participatives, mais qui ressemblent. Madame Schwinn, peut-être que vous vouliez répondre à moi, ou Monsieur Millet d'ailleurs. C'était juste pour rebondir sur la question de monsieur, qu'effectivement, il y a dans les programmes dits de sciences participatives, il y a différents niveaux de participation. Et le niveau collecte d'informations, c'est vraiment le premier niveau. Ensuite, il y a le niveau où les participants participent également à l'établissement, enfin à l'élaboration, l'énoncé des questions de recherche et l'élaboration d'un protocole. Et le troisième niveau où ils participent également à l'analyse des données, et le dernier niveau à l'interprétation de ces données et à l'énoncé de résultats de connaissances. Monsieur Millet, un mot? Je pense que ce qui est cité aussi ici revient sur le réseau des prescripteurs et des relais locaux qui a été évoqué aussi au début par Anne-Isabelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une mosaïque de personnes qui sont capables de produire de la donnée, de fournir, de contribuer à des programmes de recherche. Soit ils le font de façon autonome, soit ils invitent des nouveaux, des mots profanes, des clubs d'amateurs peuvent faire venir des nouvelles personnes et comme ça disséminer. Nous ici on promeut, les programmes Viginature, les saisons et autres. On a des ateliers régulièrement, on collabore régulièrement nous ici sur le territoire avec un ensemble d'associations et puis les porteurs de ces projets aussi ici en région. Donc en fait c'est toute cette mosaïque des personnes qui vont de la personne qui est déjà motivée, convaincue, qui est déjà militante, qui est déjà engagée dans un propos, et là aussi de personnes qui sont novices ou qui rentrent, qui vont faire juste une fois parce que ça les a amenés de le faire une fois, qui ne le referont plus. Donc il y a moins d'envie finalement de mettre les gens dans les petites cases que de ressouligner ce qui a été dit tout à l'heure par Isabelle, qui est finalement la multiplication des leviers de participation qu'il faut mettre en place pour que les gens participent. Si on ne mise que sur les personnes qui sont déjà convaincues, militantes, engagées, qui ont compris les enjeux, qui ont y aller, et puis voilà, ou leur ça les touche au quotidien, ça va être très bien, mais on va aussi se priver de toute une part des personnes qui font peut-être juste une seule contribution. Et c'est peut-être juste cette personne qui va faire une contribution à un moment, à un endroit, qui va être essentielle par rapport à justement un groupe qui va fournir toujours une contribution locale. Donc aujourd'hui, il faut vraiment travailler à comment est-ce qu'on active différents leviers de la participation, juste parfois organisons des fêtes de divertissement. On a vu une photo tout à l'heure avec 5 personnes qui est là, qui se retrouvaient, et ben en fait c'est juste parce qu'on a créé une fête à un moment où les gens vont contribuer derrière. Et voilà, et c'est ça qui fait que les gens vont contribuer. Il y a des personnes qui vont dire, on va parler de moi. Peut-être que voilà, si on avait invité une personne là aujourd'hui sur cette table ronde à participer, et peut-être un utilisateur, et sûrement un contributeur à dire, tiens, voilà la personne qui a le plus contribué cette année. Wow, voilà, il peut y avoir tout d'un coup quelque chose qui dit, mon travail compte, ça a du sens, un travail de valorisation là-dessus, ou alors parce qu'on permet des rencontres entre ces différents acteurs, et puis que des jeunes arrivent et puis qu'ils peuvent trouver du boulot. Donc vous voyez, en fait, on essaye, nous, de cartographier, plus que de cartographier pour répondre aussi à la question précédente, quels sont les profils des personnes qui viennent nous voir. On essaie plutôt, nous, de cartographier pourquoi elles viennent nous voir. Et on a réussi comme ça à imaginer un ensemble de leviers qui font que quand on crée une manifestation, ou un atelier, ou un programme, plutôt que de jouer sur tous les tableaux, parce que c'est très dur, on dit, on va faire une session, ça va être en mode pur divertissement et rencontre avec les gens, puis une session où en fait les gens ils vont être formés, c'est les gens qui vont être formés qui sont venus, puis une autre, ce sera, on va mettre les gens, les professionnels en réseau, ils vont pouvoir parler, et c'est l'association de toutes ces situations qui fait qu'on arrive à couvrir finalement un large spectre de participants, de participation, et avoir une suffisamment grande hétérogénéité aussi des rencontres et des participations. Voilà mes deux compléments que je pourrais faire par rapport à ce qui a été dit ici, c'est vraiment cette question de savoir qui on a en face, pourquoi est-ce qu'il vient. On revient finalement à cette question de quelle part ils vont retirer les participants de leur participation, de leur contribution.
Alors, j'ai deux personnes qui veulent s'exprimer, madame, et puis on ira derrière. Vous, madame, je vous en prie. Ah, vous pouvez prendre le micro qui est à votre droite, je crois, ou à votre gauche, à votre gauche. Vous appuyez sur le petit bouton, et voilà. Marie-Lise Sabrier, directrice de la mission culture scientifique à l'IRD. La recherche... Excusez-moi, où dites-vous? Je suis Marie-Lise À Sabrier. l'IRD, pardon, à l'IRD. Voilà. Directrice de la mission culture scientifique à l'IRD. Les sciences participatives peuvent être aussi l'occasion de dialogue entre différents savoirs, et notamment les savoirs scientifiques et les savoirs dits traditionnels. On va les appeler comme ça, même si ce n'est pas forcément une appellation tout à fait satisfaisante. Je pense beaucoup à ce que font nos chercheurs de l'IRD. En matière de cartographie participative, il y a eu des programmes de recherche en Amazonie, au Timor oriental ou aux Marquises, des programmes souvent liés à la préservation de l'environnement, où des géographes intégraient la représentation de l'espace par les populations pour faire des cartes de l'environnement, parce que les programmes ne pouvaient pas, mis en œuvre de préservation de l'environnement, ne pouvaient pas se faire sans ces représentations de l'espace et du paysage par les populations. Et donc ils aboutissaient à des cartes qui étaient, une intégration des savoirs scientifiques et de ces savoirs traditionnels. Donc ça peut aller, la recherche participative peut être aussi un outil formidable de dialogue entre interculturel, dont a parlé Valérie Verdier ce matin, et de co-construction entre les savoirs de la recherche dite moderne et les savoirs issus des patrimoines locaux. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette contribution. Une dame derrière vous, et puis il y aura encore une personne derrière vous. Je voulais revenir un peu sur le titre que vous aviez choisi pour cet après-midi, parce qui était en effet un peu provocateur, et là on est revenu dans le consensus. Donc c'est très sympathique, les retraités qui envoient des photos des abeilles. En même temps, les jeunes sont au chômage. Donc qu'est-ce qui est fait pour que les jeunes qui sont actuellement à l'université, par exemple, qui vont un jour travailler dans ces domaines s'ils ont de la chance, sinon ils vont oublier ce qu'ils ont appris à l'université, se sentent impliqués là-dedans. Parce qu'on peut pas... on peut penser que le crowdfunding, par exemple, si on parle d'argent, c'est parce que les banques ne font pas leur travail. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça quand on demande aux retraités de travailler gratuitement et aux jeunes de rien faire? Donc c'est l'idée de travail gratuit qui vous... exprès provoque. Hein. C'est très bien, parfait, et je pense que la question elle se pose. Hein. Donc c'est l'idée de travail gratuit, à quel point est-ce que c'est éthique? Quelque chose comme ça. Hein. Travailler gratuitement, c'est tout à fait éthique, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais est-ce qu'on ne prend pas ça en pis-aller d'autres choses qui fonctionnent mal? Alors, si la question... Si la question c'est de savoir si ce travail-là qui est fait dans le cadre du participatif, du coup, quelque part, elle prend la place de travaux de recherche qui pourraient être faits, et de la place de jeunes chercheurs qui pourraient travailler. Moi, je crois en tout cas que... nous, dans l'équipe de Vigile Nature, aujourd'hui, on est une dizaine à travailler à l'animation et à la coordination de ces programmes. C'est pas des programmes qui nécessitent pas de monde et pas de temps et pas de gens derrière pour que ça fonctionne. Donc Vigile Nature, 30 programmes, et vous êtes une dizaine de personnes à travailler à l'animation de ces... On est une dizaine dans une équipe ingénieure qui du coup est à l'interface entre les chercheurs qui travaillent sur les données, les associations, et oui, on est une dizaine avec du coup un journaliste scientifique, des ingénieurs de recherche. Un journaliste scientifique qui écrit des articles, voilà, justement pour participer à l'animation de ces 30 groupes. Disons, je voudrais juste lever l'idée que ce sont des projets qui permettent vraiment d'avoir à bas coût beaucoup de données et avec beaucoup moins de gens qui travaillent dessus. Après, effectivement, comme je le disais, sur ces échelles-là, c'est des recherches en fait qui seraient pas menées.
si elles n'étaient pas participatives, elles n'existeraient pas. Elles ne pourraient pas de toute façon être réalisées autrement que par le participatif. Après, de savoir, est-ce que c'est faire travailler des retraités gratuitement, peut-être en partie. Après, nous, les retours qu'on a, là-dessus, je voudrais dire aussi, j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est important, des travaux qui sont très importants pour pouvoir avoir un regard réflexif sur ce qu'on fait, c'est qu'il y a de plus en plus de chercheurs en sciences humaines et sociales, des sociologues, des anthropologues, des politistes, qui étudient aussi ces dispositifs et qui étudient ce que ça fait, les attentes des participants, et qui nous font aussi des retours là-dessus. Donc on peut aussi nous s'adapter, on se rend compte des choses qui ne fonctionnent pas, des attentes qui ne sont pas forcément contentées, mais on se rend compte aussi des effets positifs que ça peut avoir, notamment sur la relation à la nature, sur la relation, sur la compréhension de la science. Et ça, c'est des choses, quand on demande aux participants quelles sont leurs attentes dans ces programmes-là, je dirais qu'il y a 2 grands niveaux. Il y a à la fois de participer à quelque chose qui les dépasse, qui est de participer à un programme scientifique, participer à des programmes de conservation. Et donc à partir du moment où on leur fait des retours sur l'efficacité de leur participation et comment leurs participations sont prises en compte et permettent la recherche, ça peut répondre en partie à cette demande. Et puis il y a une deuxième attente qui là va être plus au niveau individuel, c'est qu'est-ce que ça va leur apporter comme enrichissement personnel, comme apprentissage, comme expérience. Alors nous, on a beaucoup ça, c'est à la recherche d'avoir des expériences de nature différentes. Et là-dessus, là encore, alors c'est pas toujours, c'est sûrement perfectible, mais là encore, on a des gens qui vont nous faire des retours sur ce que ça leur apporte, au niveau personnel aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On va prendre une autre intervention derrière. Il y a monsieur aussi. Il y avait une dame derrière vous. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Marie-France Michune, docteur en anthropologie, et je travaille en tant qu'indépendante sur des projets de médiation scientifique et culturelle. Ma question, c'était, pensez-vous que la médiation elle-même et la fonction de médiateur scientifique vient et ici reconfigurée à travers ces programmes de sciences participatives? De quelle manière la médiation est reconfigurée par rapport à ce qu'on peut avoir comme médiation dans les musées et les centres de CSTI? Isabelle Schwinn, je vous vois réfléchir. Est-ce que vous auriez une réponse? Et François Millat aussi. Courte, si je fais référence à ce qui a été discuté ce matin sur la différence entre médiation et communication, vulgarisation, je pense que ce sont plutôt les projets de type recherche-action participative où là on fait vraiment de la médiation scientifique, alors que dans les programmes de sciences citoyennes tels que on le fait dans le Viginature ou l'Observatoire des saisons, on est plutôt dans la communication et la vulgarisation, je pense. Recherche-action participative. L'idée, c'est il y a des ce qu'on désigne par là, c'est vous avez des citoyens qui quelque part se posent une question. Les pouvoirs publics peut-être ne sont pas en mesure d'y répondre et ne trouvent pas la réponse. Et donc ils vont s'adresser à des scientifiques pour obtenir et ils vont monter tout un projet pour essayer de répondre à leurs questions. C'est ça, oui. C'est quelques personnes ou un collectif qui rencontre un problème, qui va chercher une expertise scientifique, donc il va aller rencontrer des chercheurs, qui va pouvoir les aider à formuler, à résoudre le problème en formulant une question, un protocole, en collectant les données, en analysant les données, et voilà, en produisant un résultat scientifique. Mais donc, à la base, la question vient du citoyen, vient de ce collectif de personnes qui rencontrent un problème et qui souhaitent résoudre ce problème, et qui ne parce qu'elles pensent que personne d'autre
personne autre qu'eux peut le faire. Donc il se saisit de ça et cherche des solutions en faisant appel à des scientifiques si leurs questions renvoient à un niveau d'expertise qu'ils n'ont pas sur ces questions. Monsieur Millet, alors je vais vous demander de parler très lentement, s'il vous plaît, Millet, de faire cet effort pour qu'on vous entende bien, parce que ce n'est pas encore parfait. Je vais le faire pendant les 30 premières secondes, et puis au bout de 5 minutes, ça va s'emballer, je m'en excuse. Non, je pense que la question de la médiation est justement complètement reposée, puisque c'est vrai que nous, ici au Dôme, on a tendance à dire que la médiation, c'est créer des temps, des lieux et des situations qui permettent justement aux personnes qui n'ont pas l'occasion de le faire et d'échanger ensemble, de le faire. Nous, ça fait 5 ans que le Dôme existe, et pourtant ça fait 20 ans qu'on fait de la culture scientifique et qu'on fait de la médiation scientifique. Et on n'a pas changé de métier. C'est-à-dire qu'on continue de faire des expos, on continue de faire des ateliers, on continue de faire des conférences. C'est juste que la finalité, ce qui est produit, la façon dont c'est travaillé, se sont enrichis de nouveaux modes finalement de mise en vie et d'animation de ces temps. Mais la question de la médiation reste vraiment au cœur du sujet et c'est juste un glissement, un enrichissement finalement des outils dont on peut se doter quand on fait de la médiation qui est proposée par ces démarches participatives. Et d'autant plus effectivement quand on est dès lors que ça relève de recherche-action, où là il faut permettre à des personnes vraiment parfois d'horizons extrêmement différents de prendre la parole, d'échanger, de co-problématiser parfois même les questions ensemble. On vient de le dire, c'est pas voilà, on a tel problème et puis le chercheur il vient 6 mois après en disant bah voilà, j'ai posé le problème, le protocole, voilà la solution. Enfin, je pense qu'Isabelle pourra le dire, il y a beaucoup plus d'interaction, donc créer des temps de ces interactions, de la rencontre et d'échange, pour le coup, vous redonne exactement le sens à la question de la médiation. La médiation, c'est pas juste en un sens, pour le coup, c'est vraiment cette question de la résolution d'un problème. Et puis je profite juste que j'ai la parole et que j'ai parlé très lentement. Bien lentement, bien lentement. Pour rebondir sur la question des retraités, juste pour donner quelques chiffres, nous c'est un quart des publics qui viennent au Dôme, ce sont des 15-25 ans. Et sur les démarches Living Lab, on est quasiment à moitié sur des personnes de 15-25 ans qui viennent. Donc on est plutôt dans des publics jeunes qu'on va chercher en fait. On va chercher des jeunes en insertion, on va chercher des personnes en reconversion. Donc on ne fait pas un appel et puis on attend que les gens viennent, on tisse un réseau de partenariat avec l'ensemble du tissu des acteurs sociaux et socioculturels pour faire venir les publics qui participent. On fait peut-être participer 5000 et après les chiffres sont les mêmes que pour partout, il n'y en a peut-être que 5 ou 50 qui vont venir et qui vont s'inscrire dans la durée. Mais non, il faut changer de représentation, je pense, sur cette question des publics et justement de la médiation, pour le coup, c'est-à-dire qu'on travaille bien avec des jeunes publics, on va dire, enfin des jeunes publics, voilà, des 15-25 ans qui vont dialoguer ensemble, parfois en différentes filières, parfois différentes attentes aussi par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors j'ai encore plusieurs questions. Excusez-moi, il y a une question qu'il faut absolument que je pose avant qu'on se quitte dans un quart d'heure, enfin qu'on passe à la table ronde suivante. C'est quand même, comment est-ce que ces sciences participatives, est-ce que vous imaginez la manière dont ces expériences que vous avez de ces sciences participatives pourraient s'intégrer d'une manière ou d'une autre à un futur palais de la découverte? Comment est-ce que ça peut irriguer? Et finalement, ce que vous faites, c'est vous montrer qu'on peut faire participer le public à de la recherche qui se fait effectivement, qui donne lieu à des publications, etc. Est-ce qu'il y a des manières d'associer le public là, dans un futur palais de la découverte? Qui veut répondre? Alors, monsieur Millet, moi je veux bien, mais alors il faut que vous parliez très lentement et il ne faut plus mettre le micro devant la bouche parce que là, ça explose complètement. Mettez-le sur le côté, s'il vous plaît, parce que sinon, on a beaucoup de mal. Hein. Voilà, ce sera super comme ça. On vous écoute, monsieur Millet. Alors, c'est vrai que nous, je ne l'ai pas dit, on a montré la photo du Dôme tout à l'heure. Mais en fait, on fait beaucoup de choses aussi, et je pense que c'est aussi le cas quand on parlait des programmes, qui sont des choses délocalisées, donc de façon un petit peu provocatrice, j'ai envie de dire, le meilleur moyen pour faire des sciences participatives, ce serait de sortir du palais de la découverte et d'irriguer le territoire en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs. Bon, voilà, c'est un peu un côté notamment provocateur. Il faut sortir du palais de la découverte et aller à Caen. Les acteurs qui sont sur les territoires. D'accord. Madame Schwinn. Oui, monsieur Millet, donc il faut sortir du palais de la découverte et aller à Caen, si j'ai bien compris.
Il faut sortir du palais de la découverte et aller à Caen. Bon, d'accord, c'est pas grave. Madame Schwinn, on vous écoute. Oui, alors je suis désolée, on n'a pas eu de son pendant... Ah, vous l'avez à nouveau le son là? Oui, c'est bon. Bon, super. Ben, on vous écoute alors. Oui, mais je ne sais pas quelle question vous m'avez posée. D'accord, ben, écoutez, c'est pas grave, on va continuer avec Madame Dourzière. Voilà, l'idée c'est le palais des découvertes de demain, comment est-ce qu'il peut intégrer tout ce qu'on apprend là avec vous et ces sciences participatives. Isabelle, tu veux répondre? Oui, ouais, je peux continuer effectivement. Je pense que le palais de la découverte pourrait déjà permettre de communiquer sur l'existence de ces programmes, expliquer au public qu'est-ce que c'est, les différentes sortes de programmes qui existent, et puis mettre peut-être par exemple à la une chaque semaine un des programmes ou plusieurs programmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de disciplines qui sont concernées. Et c'est vrai que l'idéal, ce serait que le public puisse, évidemment sur un laps de temps assez court, hein, sur une visite, mais puisse essayer de participer à un des programmes. Ça, c'est plus difficile à faire, mais il y a sans doute des programmes pour lesquels ça se ferait très bien. Ah oui, parce que faire de la promotion, c'est très bien, mais moi, ce que je voudrais, enfin, ce que j'imagine, c'est qu'on va au Palais des Découvertes et on participe à de la recherche et on devient presque un signataire d'une future publication. Après, ce qu'on voit dans la façon dont l'Observatoire des saisons évolue, nous aussi on essaie de faire un peu évoluer dans ce sens-là, c'est que la participation, elle se fait plus seulement sur de la récolte de données et qu'effectivement il peut y avoir aussi de la participation sur de la validation de données ou aussi sur des travaux sur de l'analyse des données. Donc on pourrait faire valider des données et au Palais de la Découverte, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer. En fait, c'est les différentes formes de participation. Effectivement, il pourrait y avoir des choses qui puissent être faites au Palais de la Découverte. J'imagine sur effectivement de l'identification, apprendre à comment est-ce qu'on je parle pour les programmes que j'anime, hein, mais comment est-ce qu'on se sert d'outils d'identification, de clés de détermination, et comment est-ce qu'on arrive à trouver des noms d'une espèce, et comment est-ce qu'on peut comme ça contribuer à aider à valider des données ou pas. Voilà. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, on disait qu'il n'y avait pas mieux qu'une personne humaine pour identifier des cratères dans une photo d'une surface planétaire. Et, il y a des programmes participatifs qui se lancent là-dessus. Voilà, donc on pourrait imaginer peut-être cette possibilité-là. Il y a quelqu'un qui a la main levée depuis très très longtemps là-haut. Juste répondre rapidement, pour moi qui connais le Palais de la Découverte depuis 1975, la réponse est non. Nine, pourquoi Nine? C'est pour ça, et je crois que ça accueille des groupes, ça accueille des scolaires, ça accueille, qui est par ailleurs des clubs, comme il y a eu ces clubs Jean Perrin, qui effectivement ont fait de l'astronomie, ont fait quelque chose, qui est annexe et connexe, ça c'est très bien, mais le Palais de la Découverte n'est pas du tout construit, ou n'a pas été construit pour ça, ou ça serait un changement de mission. Changement de mission, d'accord, très bien. Monsieur, je vous ai oublié, monsieur, vous étiez là avant, mais c'est pas grave, il y a plein de... Il y a beaucoup de doigts qui se lèvent, alors je suis désolé, mais on va avoir du mal à répondre à tout le monde. Allez, je vous en prie, monsieur. Ça va pour dire, bon, il y a plein de choses qui font partie des missions et que les centres de sciences peuvent contribuer à ces projets participatifs. Il y a quand même, on a aussi déjà discuté, il y a d'abord une contribution à faire apporter les questions du public et à les intégrer, par exemple, à discuter avec le public pour pouvoir mieux intégrer les questions que les citoyens se posent dans des projets de sciences participatives. Après, il y a toute une question qui est courante dans les projets de sciences participatives, c'est la temporalité de la recherche et la temporalité que le public et les visiteurs sont en disponibilité de se mettre là. Et donc, il y a des retours et des formats de retour qu'on peut faire dans des musées et des centres de sciences qui sont vraiment pour alimenter une continuité de la participation du public, voire de transmettre entre les différents publics et même faire des échanges parmi les visiteurs et parmi les publics au-delà du projet lui-même. Donc il y a, je crois, tout un monde de possibilités à explorer et qui, en effet, mélange un peu soit les questions et les processus d'un projet de sciences participatives, soit d'une démarche de Living Lab
où c'est les citoyens qui sont à l'origine plutôt des projets. Merci beaucoup. Monsieur derrière. Oui, merci, bonjour. Bonjour. Robert Nardone, je suis membre du laboratoire d'histoire des technosciences en société au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai une remarque et une ou deux questions. D'abord, je remercie Anne Dosière d'avoir rappelé que ce n'était pas nouveau, puisque les relations entre les sociétés savantes du XVIIe, XVIIIe siècle autour des naturalistes et des astronomes, et aujourd'hui sur les données satellitaires, par exemple, font beaucoup appel à ces gens-là, donc à ces associations et sociétés, aux agriculteurs, etc. etc. Moi, j'ai une question qui est dans le programme, et que je vais poser plus brutalement. Il y a une question qui est si elles produisent des réels résultats, comment les compétences et l'investissement en temps du public participatif sont-ils reconnus? Alors, brutalement, je suis chercheur, donc nous savons tous ici, les chercheurs, que c'est les publications. Donc, est-ce que ces gens-là apparaissent dans les articles? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on est co-auteur? Voilà. Et j'ai juste une remarque qui est plus générale et qui a à voir avec ce qui s'est dit ce matin. Et d'une façon générale, il y a eu deux questions, une que vous avez posée et une que Madame a posée ce matin, sur l'échec de la médiation en matière de culture scientifique et technique. Je mets des guillemets, je vais vous dire pourquoi. Si je mets ces guillemets, c'est parce que j'ai une hypothèse qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est apparue en 2002 lors d'un colloque à l'UNESCO qui a rassemblé, si mes souvenirs sont bons, autour d'1 millier de chercheurs, sociologues, anthropologues, etc., etc., d'où il est ressorti qu'on ne pouvait pas parler de culture scientifique parce que ça l'a coupé, ça a essentialisé et ça l'a coupé du reste de la culture, mais qu'il valait mieux parler de composantes scientifiques et techniques de la culture. Ma question aujourd'hui, donc presque 18 ans après ce colloque, c'est qu'on continue à parler de culture scientifique et technique. Donc il ne faut pas s'étonner, à mon avis, qu'il y ait cette coupure, parce qu'il y aurait d'un côté la culture, c'est-à-dire manger, parler, se dire bonjour, dormir, écouter de la musique, etc., etc. Tout ça, c'est de la culture au sens de la définition qu'en donne l'UNESCO. Et puis, il y aurait, à côté de ça, il y aurait la culture scientifique, avec des gens qui savent, et comme dit Bernadette Bensotte-Vincent, la source savante vers le public cible réceptif. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Merci pour cette remarque. Pour la question de savoir la place des participants dans la production, nous, en tout cas, on n'a jamais eu de participants qui étaient auteurs des publications. Il y a une centaine de publications qui ont été produites à partir des données Viginature. Une centaine. Une centaine. Les participants sont remerciés dans les remerciements, et encore, en fait, ils sont dans certains articles remerciés nommément, mais pas dans tous. C'est-à-dire que dans le cas où il y a des dizaines de milliers de contributeurs, ils ne le sont pas. Enfin, ils sont remerciés au titre de l'ensemble des... c'est vrai que c'est une très bonne question. Alors, il y a dans les co-auteurs, ça c'est quelque chose de nouveau et qui n'était pas forcément évident. Nos partenaires associatifs, donc pas dans toutes les publications, mais les associations, enfin les porteurs, les animateurs de programmes qui font partie d'associations sont parfois co-auteurs des publications. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau quand même. Et ça m'est arrivé une fois d'aller dans un colloque sur les sciences participatives et que ce soit un participant qui fasse une conférence, un participant qui a participé à l'écriture d'un article. Donc ça se fait. Enfin, ça existe, et nous, on a certains de nos participants qui sont particulièrement investis, impliqués, qui, par exemple, au niveau de leur commune, vont avoir vraiment un rôle sur l'environnement parce que,
de par leur implication dans les programmes, où ce serait quelque chose d'envisageable. Ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais c'est pas... Pourquoi pas. Alors, si vous voulez bien, on va continuer à prendre nous des questions, parce qu'il y a encore des bras, Madame Le... Je vous fais revenir une question qui vient de YouTube. Une personne qui revient au titre général de la journée sur l'engagement des chercheurs et qui se demande du coup, puisque nous avons beaucoup parlé dans cette table ronde de l'engagement des publics, quel est l'engagement des chercheurs dans les sciences participatives? Alors vous avez rapidement parlé de cette démarche qui consiste à répondre à des questions qui sont posées par des collectifs de public. Est-ce qu'il y a un autre type d'engagement? Est-ce que par exemple dans les Living Labs, il y a des rencontres avec des chercheurs qui permettent d'aller plus loin dans les projets? Voilà, l'engagement des chercheurs dans les sciences participatives. Alors, Monsieur Millet et Madame Chouine. Madame Chouine, c'est à vous. L'engagement prend des formes très, très variées. C'est vrai que pour des chercheurs qui s'investissent dans ce genre de programme, on s'investit à tous les niveaux. Donc, c'est intervenir aussi bien dans des classes, intervenir lors de journées de formation, alors, dans l'Observatoire des saisons, on a ce qu'on appelle des relais du programme qui en fait, font vivre le programme sur un territoire donné. Et on peut intervenir auprès du public intéressé par ce programme. C'est s'engager à valoriser les résultats. Donc, on vient de parler de valoriser le travail des participants. Donc, tout le travail de valorisation, aussi bien dans des publications scientifiques évaluées par les pairs, donc publiées dans des revues scientifiques, que valorisation sous d'autres formes, comme l'a évoqué Anne. C'est beaucoup communiquer, beaucoup vulgariser tous les travaux sur la thématique de recherche du programme. C'est beaucoup de choses en fait qu'on donne aux chercheurs et pour lesquelles on n'est pas forcément bien formé. C'est ça qui... Voilà, je pense qu'il y a un réel besoin donc, pour les jeunes chercheurs à ce qu'ils puissent avoir une offre de formation sur tout ça, sur la médiation scientifique, la communication scientifique, même la recherche-action participative. Voilà, je pense qu'il y a des besoins de formation sur tout ça. Monsieur Millet? Si on revient sur l'engagement des chercheurs, nous, il est assez classique en fait. Il est de deux types. Il y a un engagement professionnel qui est en fait, les chercheurs sont engagés dans ce programme parce que le seul moyen de mener le programme de recherche, c'est de travailler de façon participative avec les publics. Ça, on l'a redit tout à l'heure, il y a des recherches qui ne peuvent pas être menées autrement que par la participation du public, parfois même c'est le sujet de la recherche. Donc on est sur un engagement professionnel là-dessus. Et effectivement, après, on retrouve un autre type d'engagement, qui est un engagement par conviction ou presque par militantisme. Et ça se joue en général sur ces deux aspects-là. Peut-être qu'il peut y avoir prochainement des engagements différents qui sont comme les questions de sciences et de société, d'implication des publics dans les programmes sont de plus en plus sollicités, peut-être plébiscités même parfois à l'échelle européenne. Peut-être qu'il y aura un engagement nécessaire aussi financier tout simplement prochainement, qui est de toute façon les financements iront par là. Donc ça reste des engagements de vie de participation qui sont assez classiques. Par contre, c'est la question de la reconnaissance qui était posée juste avant. Effectivement, on peut se poser la question de comment est reconnu, tant pour le chercheur, vous disiez qu'il y a sa publication, mais s'il n'y a pas de publication, comment est-ce qu'on reconnaît ça? Comment est-ce qu'on reconnaît que des publics vont avoir passé 1 heure, 2 heures, énormément de temps à produire? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'ils ont appris des choses, qu'ils sont engagés dans des projets, voir dire, tiens, moi j'y étais là de ce projet, et puis se le raconter? Ça, c'est un sujet qui est au cœur, effectivement, à mon avis, de cette question de la participation et de l'engagement, parce que reconnaître justement un engagement, reconnaître un apprentissage, reconnaître une contribution, mettre en lien et en réseau et reconnaître cette mise en lien avec d'autres, revient pour moi de ce qu'on essayait de souligner au début, qui est quelque part, on en retire finalement d'une participation. C'est vrai que c'est aussi en mode Lab une question qu'on se pose. On teste aujourd'hui des outils comme les Open Badges, qui sont des outils de cette reconnaissance. Ce sont des images
comme des badges de scouts ou autres, voilà. Je pourrais en parler longtemps, mais voilà, je vous invite à chercher pour ceux que ça intéresse, qui sont des images qui reconnaissent, dans lesquelles les gens peuvent dire voilà ce que j'ai appris, dans le chercheur peut dire voilà ce à quoi j'ai contribué, et qui peuvent comme ça marquer un parcours d'engagement, de participation, un parcours d'apprentissage. Et tout à l'heure, on parlait justement le fait qu'il n'y ait pas que des retraités, pour des jeunes en insertion, pour des personnes en reconversion professionnelle, à un moment ou à un autre, reconnaître leur engagement aux côtés de chercheurs ou aux côtés de programmes comme ça, à vocation qui créent du commun. Parce que nous, on ne l'a pas dit non plus, mais tout ce qu'on crée, on le partage en Creative Commons. Et bien, reconnaître au travers comme ça de publications qui sont versées au bien commun en Creative Commons, ou reconnaître à travers ces éléments des engagements, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, sur lequel, à mon avis, il y aurait aussi à travailler, à faire des recherches. Alors, une dernière question à ma gauche. Oui, merci. C'est pas tout à fait une question, c'est presque une observation par rapport à la question qui avait été posée sur l'engagement des chercheurs. L'université à laquelle j'appartiens, Sorbonne Université, et l'Alliance avec le Muséum a décidé de mettre les sciences participatives comme une de ses actions phares, et donc de la populariser non seulement auprès des chercheurs, mais auprès des étudiants. Et Anne pourrait témoigner du nombre de projets de sciences participatives qui se sont développés, qui font l'objet maintenant d'un portail. C'est-à-dire que les choses sont en train d'évoluer, à mon avis, très rapidement, et que prochainement, il faudra bien arriver à évaluer et à prendre en compte l'action, les projets et les actions dans les sciences participatives, dans la vie et l'activité des personnels. Je te laisse, Anne, peut-être compléter sur le nombre de projets qu'on a dans notre alliance. Ouais, je ne sais pas si je pourrais dire le nombre de projets, mais c'est vrai qu'un des éléments essentiels qu'on a vu, c'est ce besoin de formation et ce besoin de formation aussi des jeunes chercheurs. Et du coup, on a monté dans ce cadre-là un module de formation entre Sorbonne Université et le Muséum. Et là, ça fait 2 ans que, donc sur les sciences participatives, ça fait 2 ans qu'il a lieu, et on a une majorité de jeunes chercheurs et de doctorants qui viennent dans ce module-là. Et ce qui nous a vraiment étonné, et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'on a eu des personnes dans des disciplines très très variées, c'est-à-dire, et très peu en fait dans les disciplines dans lesquelles on pratique classiquement de la science participative. Donc assez peu d'écologues, assez peu aussi de personnes qui pourraient travailler en astronomie, mais par contre plein de disciplines dans lesquelles c'est un champ de recherche vraiment nouveau, et dans lequel il y a un besoin de comprendre comment mettre en œuvre les choses et d'avoir des retours. Alors, vous l'avez compris avec cette journée, la médiation scientifique, elle connaît des évolutions tout à fait étonnantes, ça bourgeonne, beaucoup d'idées. Il faut dire qu'elle est fortement mise à mal ou défiée par certains mouvements de la société. Elle a besoin de se transformer, c'est ce qu'elle fait. Elle le fait avec les sciences participatives, elle le fait aussi avec les débats citoyens qui de plus en plus prennent de l'ampleur et aussi prennent plein de formes différentes. C'est ce dont on va parler avec Sophie et puis ses invités dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais que vous remerciez très chaleureusement Madame Chine, Monsieur Millet, Madame Dauzière. Merci infiniment pour vos interventions.